7 septembre 2011, Paris, quartier de la Bastille. Dans ce petit hôtel, un homme lit les journaux, l'air paisible. Pourtant, il a toutes les raisons d'être fébrile. Aujourd'hui sort dans les salles un film sur sa propre vie, sur l'affaire Outreau, présumé coupable. Et c'est Philippe Torreton qui reprend son rôle. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes bien, monsieur Maréco? Oui, c'est moi, pourquoi? Commissaire Dury. À partir de maintenant, vous êtes en garde à vue. Nous allons procéder à une perquisition. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez une commission rogatoire? Fabrice Burgot, juge d'instruction. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Qu'est-ce que vous me reprochez exactement? Vous et votre épouse êtes accusés de viol sur mineur de moins de 15 ans. Madame, vous restez là. Quoi? Mais c'est pas possible! Restez ici, madame. Mais enfin... Mais lâchez-la. Présumé coupable, c'est 4 ans de la vie d'Alain Maréco transformé en cauchemar. 23 mois passés en prison, mais c'est surtout un scandale judiciaire sans précédent. 18 personnes mises en examen et écrouées pour viol sur mineur. Présumé coupable, c'est l'affaire d'Outreau, racontée du point de vue d'Alain Maréco, un homme dont la vie a été détruite à force d'aveuglement et d'acharnement judiciaire. Mais depuis le temps qu'on le disait, qu'on n'avait rien fait, j'ai tout perdu de cette affaire. Vous savez, on a volé mes enfants, ils ont tué ma mère. J'ai dû vendre mon étude, vendre ma maison. J'ai plus rien. Comment voulez-vous? Depuis son acquittement, 6 ans se sont écoulés. Dans son hôtel parisien, Alain Maréco savoure ce moment privilégié. Le film a été très bien accueilli par la presse. Son nom et son portrait s'affichent dans tous les journaux. Et plus personne ne peut ignorer le calvaire qu'il a vécu. Mais celui que l'on a longtemps désigné comme l'huissier d'Outreau refuse de se laisser enivrer par sa notoriété soudaine. Il n'y a rien de grisant. Moi, j'ai hâte que ça s'arrête. J'ai hâte de redevenir l'anonyme que j'aurais dû rester. Le travail qui est fait 10 ans après, moi, je trouve ça bien. Je trouve ça bien parce que Outreau, il ne faut pas l'oublier. Même si nous, victimes, on essaye quelque part de l'oublier, de se dire que Outreau est derrière et Outreau est derrière. Il faut que ça reste en mémoire, il faut que ça reste dans les annales. C'est-à-dire qu'en 2001, on a été capable, en France, d'arrêter des innocents, de les jeter en prison et de les soupçonner des pires crimes. Le cinéma m'a respecté, alors que tous les intervenants dans le dossier d'Outreau, la police, les juges, les gardiens parfois, n'ont pas respecté. Après la sortie du film, Alain Maréco ne parlera plus jamais à la presse. 10 ans après son arrestation, il a décidé de retourner dans l'ombre. Son escale parisienne est donc l'occasion d'honorer encore quelques rendez-vous avec les médias. Direct radio en compagnie de celui qui l'incarne, Philippe Torreton. Plateau télé avec l'un de ses 2 fils. Et enfin, avant-première en banlieue parisienne. Il n'y a pas si longtemps, son nom était traîné dans la boue. Aujourd'hui, le public indigné mais conquis découvre cet homme en pleine reconstruction qui est entré malgré lui dans la lumière de ce que l'on appelle communément un fait divers. Justement, qu'est-ce qu'un fait divers? Voire, qu'est-ce qu'un bon fait divers? On a pris l'habitude d'appeler faits divers des choses qui ne sont absolument pas ordinaires. Un fait divers ordinaire, c'est les chiens écrasés, comme on dit. Ça n'a pas un grand intérêt, ni sur le plan pénal, ni sur le plan cinématographique. Un fait divers, c'est un peu comme un film, c'est un peu comme au cinéma. Il faut un beau personnage. Beau, je veux dire un personnage intéressant, ou plusieurs protagonistes. Il faut un décor intéressant. Il a été retrouvé noyé dans la Vologne, une rivière des Vosges. Il avait les poignets liés et une cordelette autour du cou. Le petit Grégory, 4 ans, a été assassiné et le meurtrier a téléphoné à la famille après avoir accompli son geste horrible. L'affaire du petit Grégory, la rivière, la Vologne, le village dans les Vosges, le petit garçon noyé, les lettres du corbeau. Il y avait tous les ingrédients pour un beau fait divers. Et contrairement à une idée reçue, le cinéma français s'est assez peu souvent confronté à la matière brute du fait divers. Mourir d'aimer, la liaison amoureuse et tragique d'une enseignante et de l'un de ses élèves en mai 68. Les blessures assassines, le coup de folie de 2 domestiques meurtrières en 1933. L'affaire Dominici, le crime rural qui passionne la France de la 4e République.
le pullover rouge, l'affaire controversée du dernier homme à avoir été condamné à la guillotine. L'appât qui nous a révélé que même les gosses de riches peuvent tuer pour de l'argent. L'adversaire, cet homme qui s'était inventé une vie de médecin pendant 20 ans et qui a fini par assassiner parents, femmes et enfants. Ces quelques films ont illustré la part sombre de chacun d'entre nous. Ce qui nous terrifie, finalement, c'est que ça nous donne un reflet de nous-mêmes, quelque part. Un reflet qu'on n'a surtout pas envie de voir. L'art est plutôt, en majorité, dans une sublimation de la nature humaine et de l'homme en général. Mais parfois, c'est aussi bien de montrer l'autre versant aussi. Moi, je trouve que c'est des sujets très intéressants. Et je pense que dans le cinéma français, c'était un genre un peu méprisé. Je pense que ça l'est d'ailleurs peut-être encore toujours. En revanche, la télévision y enregistre certaines de ses meilleures audiences. Téléfilms sur l'affaire Villemain et le petit Grégory, sur Francis Holm, sur la prise d'otage de Neuilly. Toutes les chaînes, petites et grandes, ont maintenant leur magazine dédié au crime. Alors le cinéma français se met-il lui aussi à faire entrer l'accusé par pur opportunisme? Rien à foutre de faire entrer l'accusé. Excuse-moi, je critique pas. On nous attribue ça, le fait qu'il y aurait une vague, donc nous on se réunit dans un bureau, on réfléchit, puis on dit alors qu'est-ce qui est à la mode en ce moment, que fait le marché, qu'est-ce que les gens aiment, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller dans le sens du poil. Mais il n'y a pas de réunion comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. On n'a pas réfléchi au fait qu'il y aurait une vague. On a appris bien longtemps après qu'il y allait avoir Omar, comme Omar a appris bien longtemps après qu'il allait avoir présumé coupable. Une simple coïncidence donc. Mais pourquoi autant de crimes sur nos écrans? Qu'est-ce qui nous fascine? Quand il y a un accident sur le périphérique intérieur, ça provoque un bouchon sur le périphérique extérieur. Les gens s'arrêtent, regardent. C'est pas un crime, c'est pas un fait divers, c'est un accident. Il y a peut-être un motard qui est par terre. Les gens s'arrêtent pour regarder ça. C'est intéressant, cet engouement pour les faits divers, ça a toujours existé. Il y a de très grands romanciers qui n'ont traité que du fait divers, quasiment, comme Simon. Stendhal, dans Le Rouge et le Noir, c'est parti d'un fait divers. Dostoïevski, Crime et Châtiment est parti d'un fait divers. Madame Bovary, c'est un fait divers. Donc je crois que ça a toujours existé. Et tous ces faits divers, c'est formidable pour un scénario, parce que c'est une histoire toute cuite, et puis finalement, le seul truc à faire, c'est d'en enlever un peu pour que ça ait l'air crédible. Ce qui est intéressant pour les psychiatres dans la fascination, c'est qu'elle suppose l'arrêt de la pensée. Quand on est fasciné, on est comme l'oiseau devant le serpent, on ne bouge plus. Et on reste scotché à l'image. C'est pour ça d'ailleurs que c'est le cinéma qui a la voie royale pour déclencher la fascination, pour reprendre les faits divers sous l'angle de la fascination. 24 juin 1991, Guylaine Marchal, riche héritière, est retrouvée morte dans la chaufferie de sa propriété à Mougins, tuée sauvagement à coups de bâton et d'armes blanches. Sur les murs, une inscription émaillée d'une énorme faute, « Omar m'a tué ». Inscription dont tout porte à croire que Madame Marchal l'a elle-même écrit avec son sang. Elle désigne son jardinier, Omar Haddad. Arrêté, mis en examen, il crie son innocence. Omar est condamné à 18 ans de prison en 1994. Gracié par Jacques Chirac en 1996, il demande la révision de son procès, en vain. Aujourd'hui, l'ancien jardinier se bat toujours pour être innocenté. Il n'y a pas une justice pour tous. Moi, ça fait 20 ans que je vous demande une justice. 20 ans, on ne va pas me le donner. Parce qu'encore une fois, qu'est-ce que je demande? Pas grand-chose. Je demande une vérité pour tout le monde. Encore une fois, une deuxième procès. Omar Haddad, coupable ou innocent? Roche Dizem a choisi de rebattre les cartes, d'interroger la justice et de réhabiliter à sa manière le personnage d'Omar Haddad. Bonjour madame, gendarmerie nationale. Omar Haddad se trouve bien chez vous? Omar? Omar? Omar Haddad, c'est vous? Oui. Oui, nous suivons la gendarmerie. On a deux, trois questions à lui poser. Non, ça sera pas long. Ça sera pas long. On a deux, trois questions à lui poser. Ne vous inquiétez pas, madame. Ne vous inquiétez pas. Juste quelques questions. C'est un peu formalité. Calmez-vous, madame. Évidemment, j'ai pensé, ça peut être lui. Mais je pense quand même, au fond de moi, que si c'était lui, on aurait eu les preuves. Dans mon film, je ne prouve pas son innocence non plus, parce qu'on n'a pas de preuve non plus de son innocence. Donc, voilà, il faut jongler avec tout ça, mais
S'il y a une chose que j'avoue, et je l'assume complètement, c'est d'avoir créé une forme d'empathie pour ce personnage, ça c'est vrai. Cette vision de l'affaire par Roche Dizem s'oppose aux décisions rendues par la justice. Résultat, les parties civiles dans le procès Haddad sont furieuses et mettent en garde la production du film avant même que le tournage ne démarre. Dès qu'on a fait l'annonce, on a reçu une lettre un peu comminatoire de M. Vieilleux, donc le fils de Mme Marchal, nous enjoignant à faire très très attention à ce qu'on allait faire et à surtout pas diffamer, ce qui n'était pas notre intention. Il n'est pas question de rappeler ici le véritable procès de M. Haddad, mais de vous mettre en garde à nouveau contre la tentative de faire croire à son innocence, bafouant ainsi le courage indomptable de ma mère, qui a désigné son meurtrier avec son propre sang et les dernières forces qui lui restaient. Tout ceci, malgré mes avertissements, ne vous a pas empêché de poursuivre la réalisation d'un film dont je suis en droit de craindre le pire. On a tout de suite compris qu'il fallait qu'on soit extrêmement précis et qu'on fasse très attention à ce qu'on allait dire et à ce qu'on allait faire. Déjà très offensif au moment du procès d'Omar Haddad, Georges Kejman, l'avocat du fils de la victime, se serait bien passé d'un film sur l'affaire. J'ai fait dire à Roche Dizem que quand même il devait être assez prudent. Je lui ai quand même fait parvenir une note sur laquelle je m'étais appuyé quand j'avais plaidé devant la commission de révision qui a refusé le pourvoi d'Omar Haddad. Donc je savais que Roche Dizem serait relativement prudent dans ses propos, sa mise en scène. Mais je savais aussi que ce serait une tentative plus ou moins bien déguisée de réhabiliter Omar Haddad. Au début, ce qui m'a frappé, c'est qu'on n'avait pas commencé à écrire. On n'avait pas commencé à écrire, et j'avais trouvé un peu choquant l'idée qu'on me menace de procédure si je faisais un film sur l'affaire, dans la mesure où, au moment où j'ai reçu le courrier, je ne savais même pas encore vers quelle piste me diriger. Colère, mais aussi douleur dans le cas de la nièce de la victime, profondément bouleversée à la sortie du film. Ça ne me serait jamais venu à l'esprit de dire « Ah non, vous n'avez pas le droit de faire un film sur l'affaire Omar Haddad. » Jamais. Mais il n'empêche que c'est douloureux. Et que là, il n'y a rien à faire et que on trimballe sa douleur. Et on trimballe sa douleur quand on voit les affiches qui sortent. Parce qu'il y a eu 2 séries d'affiches. Il y a eu des affiches très violentes. Une première série d'affiches où il y avait juste en lettres de sang « Omar m'a tué ». Et ça, pour moi, ça a été d'une violence incroyable. Et ça a été vraiment douloureux. Et là, je me suis dit, le réalisateur, il n'en a rien à faire des victimes. Il n'en a rien à faire de ceux qui ont vécu ça du côté des victimes. Faire un film, d'une histoire comme celle-là, cette histoire n'appartient plus à personne. Elle a fait la une des journaux pendant des mois, elle a fait objet de documentaires, d'émissions, etc. Le cinéma n'est que la continuité de tout ça. Si Omar m'a tué, le film existe, c'est aussi parce que 20 ans après les faits, et alors qu'Omar a purgé sa peine, l'affaire suscite encore la polémique et alimente les thèses les plus contradictoires. On n'a pas fabriqué un coupable idéal, on a fabriqué un innocent idéal, c'est-à-dire un pauvre jardinier marocain. C'est la thèse de Jacques Vergès, dont le talent ne s'est pas exprimé devant les juridictions, mais toujours devant les caméras. C'est la célébration du centenaire de l'affaire Dreyfus. Il y a 100 ans, on condamnait un jeune officier qui avait le tort d'être juif. Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il a le tort d'être maghrébin. C'était effectivement le centenaire, l'anniversaire de l'affaire Dreyfus. Et je me suis dit, si je veux provoquer un débat à ce sujet, la presse étant ce qu'elle est, si je tiens un discours modéré, si je tape fort, tout le monde en parlera. Et ça a provoqué effectivement un émoi dans toute la France. Je suis convaincu que si Omar Haddad est considéré comme innocent par une partie de l'opinion, c'est sous l'influence des médias et une influence qui s'exerce en faveur du politiquement correct. Un jardinier marocain comme le capitaine Dreyfus, qui me paraît une comparaison un peu rapide, ne peut qu'être innocent. Mais je vous assure que quand on connaît le dossier, il n'y a pas une zone d'ombre dans ce dossier. Les zones d'ombre, c'est pourtant ce qui est au cœur des 2 livres dédiés à l'affaire et qui sont à l'origine du film. Celui d'Omar Haddad lui-même et celui écrit par l'académicien Jean-Marie Rouard. À l'écran, Rouard, c'est Denis Podalides, campé en rouletabille, redresseur de tort.
Film témoignage, film enquête, film à thèse surtout, Omar Mattué spécule autour des faits et cultive le mystère. On a désigné Omar Haddad dès le départ, puisqu'il était désigné par les inscriptions dans la cave, mais sans se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités? Est-ce que c'est vraiment Madame Marchal qui a pu procéder à cette inscription? Ce que je ne crois pas. Les parties civiles devaient chercher d'autres pistes. Pourquoi est-ce qu'elles ont toujours orienté l'enquête vers Omar Haddad? C'est ce qui me trouble. Relisez-la moi. Une discussion orageuse s'engage. Il exige de l'argent, elle refuse. Elle doit le chasser. C'est là qu'Omar décide de tuer Madame Marchal. Il va s'emparer d'un chevron. Elle se porte à sa rencontre. Il lui assène un coup sur la tête, puis il va remonter chercher les cisailles dans le local pour l'achever. Laissant sa victime pour morte, il éteint la lumière, il va voler l'argent dans son sac à main, resté dans la chambre, avant de reprendre son cyclomoteur pour aller téléphoner à son épouse. Mais il ne savait pas que pendant ce temps-là, Madame Marchal employait ses dernières forces pour écrire sur la porte de la cave à vin « Omar m'a tué » et se barricader. Avec un lit pliant de 12 kilos qu'elle traîne sur toute la cave, pendant que ses entrailles se vident, sans qu'une goutte de sang soit versée au sol. Le peignoir aurait tout absorbé. Lit pliant, qu'elle s'emmerde à poser sur une barre de fer en le calant avec un chevron pour empêcher qu'il bouge. Astucieux pour une mourante, hein? On ne saura sans doute jamais si Omar Haddad est coupable ou innocent. Reste un homme qui, de façon quasi obsessionnelle, désire qu'on cesse de pointer la faute d'orthographe pour mettre l'accent sur la faute judiciaire. Un homme qui n'attend pas non plus du cinéma un quelconque miracle. Pour preuve, son dernier entretien filmé à ce jour. Parce que moi, avant, je n'aime pas trop le cinéma. Mais ça m'intéressait beaucoup à les histoires vraies. Le film La Omar m'a tué, c'est exactement ce qui s'est passé en réalité. C'est pas quelque chose de semble, non. C'est la réalité, tout exactement comme c'est passé. Mais je n'ai pas donné l'autorisation à la justice pour regarder le film. Ah, c'est comme ça, ah, innocent ou il n'est pas innocent. Non. La justice, si il a envie de garder, de vérifier si je suis innocent ou je suis coupable, il est dans le dossier. Moi, je résiste pour ça, le dossier. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le dossier? Qu'est-ce qu'il y a dans le dossier? Ce geste, tourner le dos à la prison, Omar Haddad l'a rêvé très souvent depuis 7 ans. Accueilli par Maître Vergès, son avocat, à la sortie de la centrale de Muret, Omar Haddad semble très calme, presque serein, avant d'affronter flash, micros et caméras pour dire sa joie toute neuve et sa détermination intacte. Omar, comment se sont passées ces 7 années en prison? Très mal passé. C'est pas facile pour quelqu'un qui nous a les derrière les barreaux. C'est fait mal, très mal. Votre combat n'est pas terminé? Il n'est pas terminé, bien sûr. C'est-à-dire que vous tenez toujours à prouver votre innocence? Bien sûr, parce que c'est... Moi, je trouve que c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui. Ah ben, il faut tous ensemble, on ne laisse pas la justice à faire des choses pareilles. C'est vrai, je suis libre. Mais c'est dans ma tête le problème. Dans ma tête, je suis toujours derrière les barreaux. Je suis toujours derrière les barreaux. « 14 novembre 2001, Alain Maréco, huissier de justice à Saint-Omer dans le nord de la France, est arrêté chez lui avec sa femme Odile. Soupçonnés de faire partie d'un réseau pédophile, ils sont mis en examen par le juge Burgot. L'accusatrice principale, Myriam Badawi, les met en cause ainsi que d'autres notables dans le viol de ses 4 enfants qu'elle avoue prostituer en présence de son mari et d'un couple de voisins pour payer ses factures. Instruction à charge, mensonge, délire fantasmatique, Alain Maréco est jeté en prison. Pendant 3 ans, il essaie d'alerter la justice, tente de mettre fin à ses jours et recourt en dernier lieu à la grève de la faim. Au terme d'une affaire qui va ébranler l'institution judiciaire, Alain Maréco est finalement innocenté par Myriam Badawi elle-même. Présumé coupable est l'histoire de ces 4 années d'enfer vécues par Maréco. Il n'y en a pas de justice. Il n'y en a pas. C'est terminé, il n'y en a pas de justice, c'est fini. C'est honteux, j'ai jamais vu ça de ma vie.
Présumé coupable, c'est pas la meilleure façon de raconter l'affaire d'Outreau. D'ailleurs, c'est pas ce qu'ils veulent faire. Mais je pense que c'est une très jolie façon de raconter, j'allais dire la mésaventure. Il faudrait un mot beaucoup plus fort qui ne me vient pas à cet instant. Le drame d'Alain Maréco. Ce type a flirté avec la mort, quand même. C'est une histoire dans l'histoire. Mais pour raconter l'histoire, en fait, ils se sont servis d'un personnage qui était peut-être le plus évolué de la bande, qui ne les a pas empêchés de revenir sur l'intégralité de l'histoire en se servant d'un fil conducteur qui était Maréco. Était-il imaginable de traiter une affaire aussi complexe et tentaculaire de façon globale? Ça, non. Si quelqu'un le fait, qu'il le fasse. Et j'espère pour lui qu'il s'en sortira très bien. Mais non, Alain, il avait beaucoup d'éléments cinématographiques, c'est terrible de dire ça, hein. Mais on peut se le permettre, on se l'est dit avec Alain, il en était conscient. Beaucoup d'éléments cinématographiques dans son drame. Malheureusement, son histoire, elle était plus forte et plus émouvante et plus. Enfin, c'était vraiment. Il y a un côté parcours, il y a un côté chemin de croix, et là, vraiment, le chemin de croix d'Alain Maréco, il a été peut-être un peu plus loin que les autres. Plus loin, plus cruel que tout, c'est le sentiment qu'a sans cesse donné l'affaire Outreau. Du jamais vu en matière de justice ou d'injustice. Et pourtant, dans sa forme, présumé coupable évite le sensationnel. Il y a une brutalité dans le film. Il y a une brutalité, il y a une froideur, il y a une inhumanité, il y a cette espèce de sentiment qu'on est dans une espèce de nasse dont on ne va pas sortir et de laquelle personne ne va vous faire sortir. Un aspect sombre qui permet au film de ne pas se situer dans la constante dénonciation et de tabler sur l'authenticité. Ce film ne soutient pas de thèse, il n'est pas à charge, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais parfois, montrer la vérité, ça fait film à charge. Mais non, enfin la vérité, la réalité, plus que la vérité, la réalité. Les décors sont des vrais décors, le commissariat est un vrai commissariat, les prisons sont des vraies prisons. Et je voulais pas que ça fasse stock, que ça fasse faux. C'était un des enjeux du film, d'avoir des vraies prisons. C'est pas très simple, c'est pas simple du tout de tourner dans les prisons en France. Pas tricher, quoi. Du tout. Pas d'effet, il n'y a pas de... La caméra fait pas des trucs incroyables. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas... Tout ce qui fait le lien un peu des films habituels, là, il n'y avait pas. Et la lumière, pas apprêtée, je voulais pas que ce soit apprêté. J'ai demandé au chef op qu'on ait l'impression, je lui dis, mais des fois, tu as le droit que ce soit moche. Il faut qu'on ait l'impression d'y être, que ce soit vrai, quoi. Et donc, il a fait tout un système de lumière au néon, avec beaucoup de souplesse, que permet la caméra à l'épaule de se retourner, etc. C'est-à-dire, il y avait une sophistication, mais c'était pas une lumière de cinéma avec le petit contre-jour dans les cheveux, etc. C'était vraiment quelque chose de plus brut, quoi. Un détail suffit parfois qui vient renforcer cette matière singulière, comme la séance de la garde à vue. Il y a un crochet au sol et il est menotté comme ça, toute la journée. Voilà. Alors aujourd'hui, ce serait plus possible parce qu'il y a les avocats. Mais il n'y a pas que Alain Maréco qui vit ça. Ça a été courant. C'est pas tolérable. Est-ce que je vais enfin savoir précisément pourquoi je suis là? Est-ce que tu connais ces gens? Non, je le connais pas. Sa femme, là, Myriam Badawi. Non plus. Et les deux en bas, David Delplanque, Aurélie Grenon. Pourtant, les trois derniers disent que toi et ta femme avez régulièrement violé leurs enfants depuis l'hiver 99. Quoi, mais vous êtes malade? Que tu les as sodomisés avec ton sexe, avec des godemichés. Tu t'es fait faire des fellations. Mais c'est n'importe quoi. Et vous leur faisiez des manières avec des animaux dans une ferme en Belgique. Et vous les filmiez pour alimenter un réseau pédophile international. Mais ils sont complètement cinglés de nous accuser de monstruosité pareille. C'est forcément une erreur. Qu'est-ce que tu crois, Maréco, qu'on arrête les gens comme ça? C'est là, c'est parce qu'on a des preuves. Deux adultes et un enfant qui t'ont formellement identifié et accusé. Alors tu vas parler. Maintenant! Espèce d'enculé! Pourriture! Violeur d'enfants! J'ai beaucoup pleuré la première fois que j'ai vu le film. Et la première phrase que j'ai dit, ça a été « Je m'y retrouve, je ne suis pas trahi, l'essentiel y est ». Ça résume toute ma pensée. C'est-à-dire que ce que j'ai vécu est dans le film,
qu'on n'est pas venu rajouter des choses que le cinéma aurait aimé, un peu de sang, Marico tabassé en garde à vue, tout ça. On n'a pas été. Même si, au niveau cinéma, ça aurait peut-être été un plus, je n'en voulais surtout pas. Donc je ne suis pas trahi. Et l'essentiel y est. Parce qu'on comprend comment on peut venir détruire la vie de quelqu'un. Le 12 avril 2003, au Grand Bornand, en Haute-Savoie, la famille Flactif, le père, promoteur immobilier, sa femme et leurs 3 enfants sont portés disparus. Leur maison est vide et tout indique dans un premier temps qu'ils ont pris la fuite. Propriétaire de chalets à la montagne, soupçonné de petites escroqueries, Flactif a mauvaise réputation dans la région. À tel point qu'un reportage de TF1, tourné quelques jours après leur étrange disparition, additionne les témoignages allant du soupçonneux à la fureur. À mon avis, il s'est tiré. Il a monté son coup, hein, il s'est tiré. Ils ont retrouvé une douille, ils ont retrouvé des éclats dedans, tout ça. Bon, mais ça, c'est un coup monté de toute façon. Hein. Ah ben, c'est une ordure. Moi, c'est dommage qu'il n'ait pas été descendu. S'il avait pu être descendu, ça aurait été bien. Tout d'un coup, l'absence d'explication autour de cette disparition met en œuvre, eh ben, j'ai envie de dire, voilà, le pire de l'imaginaire, le pire de la rumeur, qui va salir ces gens alors même qu'ils sont morts. Peu de temps après, la découverte de traces de sang dans leur maison oriente les enquêteurs sur la piste du meurtre. 4 mois plus tard, David Otia, 33 ans, locataire des Flactifs, avoue le quintuple assassinat. Mobiles apparents du carnage, la haine, la jalousie et le sentiment d'humiliation. David Otia était en attente d'un chalet dont la construction tardait en permanence. Le crime de David Otia, c'est quelque chose mais de totalement fou. Le type va tuer, massacrer une famille entière parce qu'il n'a pas eu un chalet. Ce qui est extraordinaire, en quelque sorte, dans l'affaire Flactif, c'est comment est-ce que des personnages ordinaires ou avec des comportements un petit peu à la marge finissent par faire un geste extravagant qui sort complètement de la voie normale. Ils sont une sortie de route. En juin 2006, David Otia est condamné à la réclusion à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans. Dénouement du fait divers le plus impressionnant de ces dernières années. Sorti en salle en mars dernier, le film Possession d'Éric Guirado se livre à une approche audacieuse de ce fait divers en adoptant le point de vue de l'assassin. On découvre ainsi un David Otia sympathique avant de vivre la montée en régime de sa colère. Possession humanise le bourreau et offre une explication au sordide de ce drame. À votre arrivée, j'ai vu un placard avec au moins 20 clés accrochées. Tout ça, ça doit être à eux. Votre mari a trouvé un travail alors? Moi aussi, je cherche, mais j'attendais d'être sur place. Ah bah tiens, pour le ménage, on cherche quelqu'un, nous. Il faut qu'il apprenne à respecter les gens. Moi, je suis pas son larbin. Patrick va vous expliquer, mais il y a un petit changement. Hein, mon amour? Oui, ouais, c'est juste un petit souci de timing. Je suis obligé de vous installer ailleurs. Il s'est bien foutu de ta gueule. Remarque qu'il aurait tort de se gêner. Moi, il y a des moments où je vois le personnage, je me dis il est complètement con, il est un peu stupide ou un peu limite du plancher. Après, il y a des moments où je me dis tiens, mais il se laisse pas faire. Des moments où il est écrasé. Des moments où justement il a une bonhomie et une simplicité qui peut être touchante. Mais ouais, c'était le but d'Éric, c'était justement pas de noircir tout de suite le personnage. Je vois bien qu'il y a plusieurs cinémas. Il y a celui qui vous dit clairement dès le début, voilà dans quel camp on est, qu'est-ce qu'on montre, etc. Moi, mon choix, c'était plutôt d'essayer de nous immerger dans cette relation-là singulière entre ces deux familles, d'essayer de plonger dedans depuis la racine du mal, de la rencontre, quoi. Je me sentais un peu comme un photographe de guerre, mais les photographes de guerre qu'on peut avoir actuellement, qui sont pour moi des artistes, parce qu'ils sont au cœur du champ de bataille, et ils cherchent pas forcément le scoop, mais ils cherchent une image
rassemble à la fois les critères esthétiques d'une très belle image, dans la composition, dans la profondeur, etc. Et qui du coup, par le sujet et par cette image-là, nous raconte quelque chose d'autre ou en plus que ce qu'on sait sur le conflit en question. Glad? Les enfants? L'affaire Flactif a marqué les esprits pour 2 raisons. La boucherie orchestrée par David Otia, 5 morts dont 3 enfants, et l'enquête menée par la télévision après la disparition mystérieuse de la famille Flactif. Une suite de moments sidérants où l'on voit David Otia et sa compagne dénigrer les Flactifs face à des journalistes qui n'imaginent pas un instant parler aux assassins. On fait un reportage enquête sur la famille Castan et on m'a dit que vous les avez bien connus. Bien, non, un petit peu, quoi. Ah, on peut rentrer 2 minutes, histoire de faire une petite interview? Oui. Avec sa femme, il reçoit une équipe de TF1, je crois. Il est chez lui, dans sa cuisine. Il se livre, il parle, un petit peu comme s'il voulait se disculper devant la France entière en disant bah, si je dis ça, on ne peut pas me soupçonner, on ne peut plus me soupçonner. On dit qu'il y aurait la mafia aussi qui lui serait tombée dessus parce qu'elle, c'est une Italienne. Donc peut-être il y aurait eu quelque chose avec la mafia. Après on dit qu'il y a eu des passes de drogue, donc que ça a tourné mal, qu'il a dû partir. Après on a dit que son père avait 20 boîtes de nuit en Belgique, donc que c'est lui qui lui aurait donné de l'argent pour qu'il puisse se barrer. Tout ça aurait été maquillé en crime pour faire croire que... Et puis, Ouais, mais c'est des rondines. On entend des trucs, vous pouvez pas savoir. En voisin serviable et soucieux d'informer la presse, Otia, l'assassin, va même être la star rigolarde d'une visite guidée du chalet des Flactifs. Je sais pas si vous imaginez la surface du chalet déjà, et puis par rapport à la hauteur quoi déjà. Toute la longueur là, c'est toute la salle séjour là. Là-bas c'est des fauteuils en cuir, je sais pas combien, grand écran. Des images tellement fortes qu'elles ont servi de matériau à la part du film imaginé par le réalisateur, notamment certaines scènes du couple dans son intimité. Otia et sa femme, ils sont passés à la télé, dans 7 à 8, dans les infos, après le drame, comme simples témoins ou voisins. Et donc je me suis dit, ils ont participé au massacre. 15 jours après, ils passent à la télé, qu'est-ce qu'ils font? Ils se regardent, c'est obligé qu'ils se regardent, ils ne sont jamais passés à la télé. Et je me suis dit, mais alors, donc ça veut dire qu'ils ont attendu que le reportage passe. Et quand bien même ils avaient tué les Flactifs, ils ont quand même eu l'envie, le désir de se regarder à la télé et le plaisir de se regarder à la télé. Moi, je suis certain qu'ils se sont regardés à la télé aux 20h ou aux 19h20. Et qu'est-ce qu'ils ont ressenti à ce moment-là? Qu'est-ce qui était le plus fort? La honte d'avoir tué, ou plus que la honte, mais l'horreur, je ne sais pas en tout cas, d'avoir tué ces gens-là, ou tout d'un coup, une espèce de jubilation d'exister à travers la télévision. Ça m'a interrogé. Quoi? Regardez, vous passez à la télé! Personnage de la famille Castan. Vous les connaissiez bien, vous, les Castans? On a croisé un artisan qui nous disait que c'était pas quelqu'un de très honnête, enfin. Ouais, que des belles paroles, hein. Vous aussi? Ouais. Nous, nous a assez baladés, hein. Nous, on est des gens simples et puis on se fait avoir. C'est vraiment dégueulasse de profiter des gens comme ça. Hein? T'es belle? Et tout ça, là? Bah, j'ai entendu dire que c'est à lui qui faisait construire la tour de bras. Bah, quel argent, ça? Comme d'habitude, hein. Jamais son fric à lui. Ouais, je sais, sur la 1. Ah bon? On passe sur la 2 aussi. C'est pas si c'est à lui. Ouais, on sait pas. Longueur, là, c'est la salle séjour. Là, bah, Bruno, la cuisine avec... il est bouche bée, il ne revient pas de passer à la télé. Grand frigo américain. Ah d'accord, je vais lui dire. Tu passes bien à la télé. Avec une grande table, peut-être d'au moins ok, 10 d'accord. personnes. Après, il y a une grande cheminée avec grand écran plat. Voilà pourquoi j'ai eu envie de mettre en scène des moments que la justice, le magazine, les documentaires ne pouvaient pas mettre en scène, et bien, bien que le cinéma qui peut faire ça. Et donc voilà comment ça m'a, j'ai envie de dire, conforté dans mon choix de n'être que, mais c'était déjà beaucoup, le réalisateur d'une fiction inspirée de cette affaire. Dans la galaxie du fait divers, le serial killer est loin d'être une spécificité française. Pourtant, c'est bien un tueur en série, Guy Georges, qui a terrorisé Paris dans les années 90.
Dans le 11e arrondissement de Paris, depuis quelques jours, on ferme sa porte à double tour avant de se coucher. On a retrouvé le week-end dernier le corps d'une jeune femme de 25 ans, égorgée chez elle. Et on pense que son assassin pourrait être un tueur en série, un serial killer, comme on dit aux États-Unis. Les jeunes filles ont été violées, égorgées et poignardées avec acharnement. Guy Georges, le tueur en série de l'Est parisien, a avoué le meurtre de 7 femmes entre 1991 et 1997. Un tueur étrangement souriant qui inspire 15 ans plus tard à Patricia Touranchot, spécialiste des faits divers à Libération, un livre intitulé La Traque. Aujourd'hui, Frédéric Tellier, réalisateur, et David Hulhoffen, scénariste, souhaitent en faire un film. Le metteur en scène de Possession suivait pas à pas son meurtrier. Ici, les deux hommes veulent faire de Guy Georges un tueur invisible. Il y a, je pense, pas un moment dans notre scénario pour le moment où Guy Georges est vraiment présent. C'est pas un film sur Guy Georges. Enfin, c'est un criminel tellement, entre guillemets, spectaculaire, incurable, enfin, c'est des crimes abominables, etc. Machin, c'est qu'on a du mal à le regarder en face. On a du mal à voir ce mal-là en face. Bien qu'il ait commis des actes atroces, horribles, le mal par excellence, eh ben Guy Georges, sa part d'humanité, ses failles, ses fissures depuis qu'il est petit, ressortent quand même et sont émouvantes. Le détail de ses blessures, de comment c'est clivé sa personnalité, etc. Moi, j'avoue que c'est intéressant dans le livre, mais nous, on s'y est pas du tout intéressé parce que c'est pas du tout le point de vue de... Mon impulsion de départ sur ce sujet, c'était ma grande émotion pour le flic, quoi. Pour le mec qui court après pendant 7 ans. Le flic, effectivement, est bouleversant dans sa traque, dans sa ténacité, dans cette torture mentale qui s'inflige parce qu'il n'y arrive pas, parce qu'il a l'impression d'être con, de ne pas y arriver, de rater des trucs. Et ça, c'est pathétique, c'est touchant et c'est génial. Et on parvient de cette façon à éviter la sauvagerie d'un film gore. Les meurtres des 7 jeunes femmes qui se sont tous déroulés dans d'abominables conditions ne seront pas à l'écran. Ce flic, comme tous les policiers, ils arrivent toujours après, quoi. Donc heureusement, on voit pas les scènes de crime ni on n'est jamais dans le point de vue de Guy Georges, jamais. Voilà. Toujours dans le point de vue des gens qui subissent les conséquences de ce que fait Guy Georges. Ne pas montrer les crimes, ne pas entrer dans la psyché torturée de l'assassin, ne pas évoquer son enfance ou son adolescence et recentrer son récit sur l'enquête de police est un choix de cinéma. Mais quelle que soit l'option narrative, s'emparer d'un fait divers passe par la recherche de la vérité. La tentation de recréer la réalité est grande. Une voie ferrée de banlieue parisienne, un ciel bas et gris, Richard Berry, réalisateur, et Morgan Sportes, romancier, auteur du livre Tout de suite sur le gang des barbares, se rendent sur les lieux mêmes de l'horreur. Non. Non, c'est pas ça. Ah, ça y ressemble un peu, non? Ouais. Il était couché, il était comme ça, accroupi, tourné vers Villemoisson, et tout rouge. Elle a dit qu'il avait une apparence tout rouge. C'est la terre et les brûlures. Le décor est vrai et servira pour le tournage. C'est ici que le jeune Ilan Halimi a été retrouvé agonisant après avoir été séquestré et torturé durant 3 semaines dans une cité voisine en 2006. Ce crime, raciste et sauvage, va bouleverser la France. Le juif a de l'argent, c'est semble-t-il avec ce cliché nauséeux en tête que les ravisseurs d'Ilan Halimi l'ont enlevé, séquestré et torturé à mort. Cela s'appelle de l'antisémitisme par de l'amalgame et il n'est pas besoin d'ergoter davantage. Ce pauvre petit qui a souffert 3 semaines sans que personne ne puisse intervenir. C'est aussi un acte de solidarité à l'égard des Juifs de France qui se sentent concernés par ce crime odieux. Et c'est vraiment lamentable, il n'y a pas de mots. Dans cette affaire, Morgane, arrête-moi si je me trompe, mais il y a près 27 protagonistes, 27, 28 protagonistes. Il n'y en a pas un qui a eu l'idée, à un moment donné, de dénoncer, même de façon anonyme. Ça aussi, c'est un schéma qui est intéressant quand même. Ils l'ont jeté ici, dans ce bois, comme un objet désormais inutile, puisque c'était un capital qui ne rapportait pas. Alors, le grillage le long de la voie, il existait? Non. Non? Non. En 2006... Et c'était pas protégé par, non, par un grillage? Je pense pas.
Ah bon? Non. Si le grillage était là, Ilan seul n'a pas pu le franchir. Donc c'est soit Fofana seul qui l'aurait fait passer par-dessus, ou alors ils étaient plusieurs. Le grillage était-il là 6 ans auparavant? Youssouf Fofana, le cerveau du gang, était-il seul dans ces bois avec sa victime? Un questionnement en apparence secondaire, mais qui confronte au fond la banalité du mal à l'extraordinaire des faits. On va essayer de s'interroger, pourquoi, d'où ça vient, comment ça fonctionne, qu'est-ce que cette société-là produit comme monstruosité. Et à un moment donné, moi j'essaye de faire passer ça, voilà, de dire voilà, c'est là, c'est ce grillage, imaginez cet homme nu. Là ici, c'est autre chose, on est dans la réalité matérielle. On n'est plus dans les mots, on est dans des, voilà, dans des images. Et ce qu'on va faire, c'est cette grammaire aussi se substitue aussi au verbe et peut être extrêmement éloquente. Cette quête de la vérité, au détail près, on la retrouve également chez les acteurs. Personnifiant Omar Haddad, Samy Bouajila s'est accoutré d'un faux nez. Incarnant David Otia, Jérémy Régnier a pris 18 kilos et Philippe Torreton en a à l'inverse perdu 27 pour simuler la grève de la faim d'Alain Maréco. J'ai dû me mettre dans des conditions d'isolement, de drame, de douleur, maigrir et tout ça. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il a vécu. L'important, c'est d'être fidèle à ce qu'on croit avoir été sa douleur. Ce qu'on croit être juste vis-à-vis de lui est plus important que ce qui est juste. Pour ne pas se sentir freiné par la figure forcément imposante d'Omar Haddad, Samy Bouajila n'a eu qu'un seul véritable contact avec lui. Omar, debout. Je lui ai demandé qu'une seule fois une chose. Le jour où au tribunal, le juge condamne Omar, je lui ai demandé juste quelle avait été sa réaction. Et c'était très touchant, sa réponse, parce que il sentait que c'était le moment, peut-être pour lui, d'être là et d'intervenir fort sur le truc, parce que c'est là que tout se joue. Donc le pauvre, à la limite, ça me desservait plus qu'autre chose, parce que d'un coup, il était d'un enthousiasme fou, et il me disait « Alors, comment ça s'est passé ?» Et il cherchait, et puis il me donnait. Alors qu'en fait, quand ça s'est passé, c'était une bombe atomique pour lui, mais il pouvait juste pas se lever. Et quand il s'est surpris à se lever, et il est sorti sans rien dire, avec juste un regard pour sa famille. Et c'était ça que je voulais trouver. Enfin, c'est vers ça que je voulais aller. C'est quoi? C'est un détachement? C'est une maîtrise? C'est quoi? Et en fait, non, c'est un coup de gourdin, c'est un chaos sur place. C'est ce qu'il me racontait, quoi. Mais cette vérité, cette réalité redécouverte ou recréée, devient à l'écran celle du cinéaste. Elle ne plaira pas à toutes les parties en présence. C'est complètement contraire à la vérité. J'ai été déçu par ce film. J'ai préféré ne pas voir le film. C'est désastreux, lamentable. C'est pas ça l'art. On m'a dit que les avocats avaient réagi. Bon, moi, personnellement, je m'en tape, mais alors complètement. Et c'est possible de s'en moquer car la loi est claire. Un exemple, le juge d'instruction de l'affaire Doutreau, Fabrice Burgot, qui a maintenu Alain Maréco en prison durant 4 ans, ne tenait pas, on l'imagine, à ce que son nom apparaisse dans Présumé coupable. Est-ce que j'ai commis des erreurs d'appréciation? Peut-être. D'ailleurs, qui n'en commet pas? Il nous a fait une lettre pour dire que nous ne pouvions pas utiliser son nom et son prénom. On lui a répondu que si. Son nom et son prénom lui appartiennent, certes, mais ils ont été mis sur la place publique. Et nous n'avons fait que reprendre ça. À partir de là, ce n'était pas le bon angle d'attaque. Là où ils pouvaient ou peuvent encore attaquer, c'est s'ils considèrent qu'il y a diffamation. C'est une règle, on ne touche pas aux faits divers sans déplaire à certains. Et on a beau, dans le cas du film Possession, ne pas utiliser les noms de l'affaire Flactif et glisser en avant-propos « ce film comporte des éléments de pure fiction », ça n'y changera rien. Librement adapté, une soit vécu, mais ça veut dire quoi? Est-ce qu'ils disent en quoi c'est libre? Ils disent sur quel point il y a un écart avec la vérité? Le cinéma est dans une espèce de position ambiguë où vous avez des gens qui revendiquent une liberté de fiction, mais en même temps, pour que le film ait du succès, pour que le film soit vu, pour que le film intéresse, disent « Voilà, moi je vous raconte l'histoire telle qu'elle s'est passée. » Telle qu'elle s'est passée. Même critique pour les avocats de la victime dans l'affaire Haddad.
Je suis choqué parce que c'est un film totalement partisan et qui est uniquement un film à décharge, alors que théoriquement, le fonctionnement judiciaire, c'est un fonctionnement à charge et à décharge. On ne peut pas, dans un film, évoquer tous les arguments pour ou contre la culpabilité. On choisit, évidemment. Et on choisit non pas en faveur de la vérité objective, on choisit en faveur de la thèse qu'on entend développer, bien entendu. Et on laisse de côté tous les arguments qui pourraient vous gêner. Ce qui fait peut-être peur à des avocats qui se conduisent dans une cour de justice exactement de la même façon qu'un cinéaste, c'est tout simplement la puissance de l'image. Dans le cas du fait divers, le cinéma fait office de catalyseur. Il illustre l'impensable, et tant que cette image de l'impensable n'existe pas, la réalité des faits n'existe pas non plus. En voyant ce film, les gens, même ceux qui connaissent l'affaire, même ceux qui l'ont étudié de près, même des hommes politiques, je me souviens d'André Valigny, quand même, président de la commission Outreau. Donc il y a un homme en France qui connaît bien le dossier, c'est lui, entre autres. Il n'y a pas que lui, mais... il dit, mais je savais pas. Ça, ce que vous montrez dans le film, je le savais pas. Retour au principal intéressé, le présumé coupable, celui qui savait, mieux que personne, jusqu'à en mourir, ou presque. J'ai vécu pendant 4 ans tous les malheurs qu'on peut connaître dans une vie. Je sais ce que c'est une prison, je sais ce que c'est d'être privé de liberté, je sais ce que c'est la promiscuité. Et c'est pas un vain mot de dire que non seulement on est privé de liberté, mais aussi on est humilié. Je veux dire, c'est l'abnégation de l'être humain en prison. J'ai réalisé qu'on était en train de raconter mon histoire, moi, un petit, vivant. Alors que souvent on fait des films historiques sur des grands personnages, on allait raconter ma vie. L'important dans le film, c'est pas moi, c'est ce qui est arrivé. Je veux dire, c'est le système judiciaire. On raconte pas vraiment l'histoire d'un homme, on raconte l'histoire d'un système judiciaire, d'une institution judiciaire qui vient dérailler et qui détruit la vie d'un homme. Je me rappelle un jour, un journaliste m'a dit « Alain, si on ne te connaissait pas, si on ne connaissait pas les autres, si on n'avait pas assisté à ce qu'on a vu, jamais on n'aurait pu nous croire que c'est arrivé, que ton histoire c'est du vécu et non pas une fiction. » Nous sommes acquittés. Il y a longtemps qu'on l'attendait.